Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler des ressources psychologiques durant cette crise sanitaire. Pour ceux qui n'ont jamais participé à nos webinaires, je suis Émilie. Je travaille pour Eutelmed ainsi que Bernard qui est avec moi aujourd'hui et qui va animer ce webinaire. Eutelmed est une entreprise française qui propose de l'assistance psychologique aux organisations, entreprises, organisations européennes, internationales, ONG, etc., mais aussi aux particuliers. Tout ça grâce d'abord à une plateforme de téléconsultation et aussi grâce à un réseau de professionnels de santé qui parlent environ 50 langues différentes. Si vous nous regardez aujourd'hui, c'est très certainement que l'entreprise ou l'organisation pour laquelle vous travaillez a mis à votre disposition une ligne d'écoute par le biais d'Eutelmed qui vous permet d'avoir accès à des psychologues qui parlent français, anglais à minima, et sinon espagnol, portugais et italien. On en reviendra à la fin sur cette ligne d'écoute. Vous y avez accès tous, ainsi qu'à un blog santé qui regroupe des vidéos et les replays des webinaires et des articles aussi également, sur un espace caring.eutelmed.com. Caring, C-A-R-I-N-G.eutelmed.com. On vous passera l'information en fin de webinaire. Avant de donner la parole à Bernard, un petit point technique. Si pendant le webinaire, vous nous entendez plus, vous ne nous voyez plus, je vous invite d'abord à ouvrir le webinaire à nouveau sur une page Chrome, de préférence, de navigateur Chrome. Également aussi, vous pouvez rafraîchir votre page avec, vous savez, les petites formes en forme de, la petite flèche, pardon, en forme de cercle qui se trouve soit en haut à droite, soit en haut à gauche de votre écran. Ou alors, carrément, vous refermez la fenêtre et vous la réouvrez. En général, ça règle 90% des problèmes. Si vous voulez interagir avec nous pendant le webinaire, poser des questions, faire des commentaires, ce qu'on vous invite à faire, même si vous êtes plus d'une centaine aujourd'hui, vous avez la colonne questions à droite de l'écran. Voilà, Bernard, j'ai fini. Je te laisse la parole. Il y a une première question déjà sur l'interprétation en anglais. Alors, si c'est pour savoir si cette webconférence aura lieu en anglais, pour l'instant, elle n'est pas prévue en anglais. Mais sachez que la semaine prochaine, tout notre cycle de webconférence est prévu en anglais sur des thématiques un peu différentes, mais tout aussi intéressantes. Normalement, votre entreprise fait des communications chaque semaine sur les webinaires qu'on propose. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Bernard Astruc, je suis un des cofondateurs d'Eutelmed. Je suis très heureux d'être ici pour vous parler un petit peu des ressources psychologiques qui se mettent en mouvement quand on est dans une situation telle que nous la vivons aujourd'hui. Donc moi, je suis psychiatre, j'exerce en cabinet, je suis à mi-temps à Eutelmed, et dans mon parcours, j'ai également fait de la recherche clinique et de l'épidémiologie. Donc c'est un sujet que je connais à peu près. Je vais vous parler dans la situation actuelle de deux choses qui nous impactent, la pandémie et le confinement. Alors déjà, si vous voulez, je vais vous parler du fait que c'est une pandémie parmi d'autres. Essayons un peu de relativiser, de prendre un peu de recul historique, épidémiologique. Puis, je vous parlerai des réactions collectives face aux risques sanitaires en général. Et enfin, nous irons sur la réaction psychologique individuelle, et c'est là, effectivement, que l'on pourra parler des ressources que nous avons et que nous pouvons mettre en œuvre, mettre en action dans cette situation telle que nous la vivons actuellement. Alors, tout d'abord, une pandémie. Qu'est-ce que c'est? On distingue les épidémies, c'est quelque chose qui apparaît de façon un peu épisodique, à un moment donné, dans un lieu. Et quand ça dépasse un seul continent, on parle de pandémie. Donc, dès que ça touche deux continents, on parle de pandémie. C'est pour ça que l'OMS a déclaré d'abord une épidémie, puis ensuite une pandémie, c'est-à-dire que c'était présent sur plusieurs continents. Ça, c'est la différence importante. Alors, donc, un premier état des lieux montre que c'est pas nouveau qu'il y ait des pandémies. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à la peste Justinien, mais si on voit sur cette présentation qui a été faite sur un site canadien, qui a été reprise par Courrier International, qui est
je trouve extrêmement bien faite, cette infographie. Si on regarde juste très près de nous, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit qu'il y a cette fameuse grippe espagnole dont parle tout le monde. Alors, il n'y a rien d'espagnol, hein, mais simplement, on l'appelle grippe espagnole parce qu'à l'époque où c'est arrivé, le seul pays qui n'était pas en guerre, c'était l'Espagne. Donc, ce sont les seuls qui ont pu observer ce qui se passait au point de vue épidémiologique déjà à l'époque. Il y a eu d'autres épidémies. On parle beaucoup en ce moment de la grippe de Hong Kong, la grippe asiatique qui était 10 ans auparavant, 1957. La grippe asiatique, c'est 1 million, un peu plus d'1 million de morts dans le monde. Et rien que sur un pays comme la France, à titre d'exemple, c'est à peu près 25 000 morts. 10 ans plus tard, la grippe de Hong Kong, 1 million de morts, environ 30 000 en France. Et puis, il y a aussi des pandémies avec lesquelles nous vivons depuis longtemps, qui n'ont ni vaccin, ni traitement, mais avec laquelle nous avons appris à vivre. C'est par exemple la pandémie de HIV qui est née en 1981 et qui a tué plus de 30 millions d'individus dans le monde. Et pourtant, voilà, ça continue. Il y a aussi des pandémies avec lesquelles nous sommes habitués à vivre, qui ont des vaccins, pas de traitement, mais des vaccins. Et c'est par exemple le cas de la rougeole. Alors je réécoutais il n'y a pas très longtemps un podcast fait par mon confrère et ami, le professeur Arnaud Fontanet, qui avait la chaire au Collège de France l'an dernier d'épidémiologie, qui a parlé des pandémies. Il y a une série à écouter sur le replay du Collège de France qui est extrêmement bien faite, pour tout public, hein, ce n'est pas des publics spécialisés. Et donc, il rappelait que quelque chose comme la rougeole, qui est extrêmement contagieux, très contagieux, ne serait-ce que dans un pays comme la France, sur les 10 dernières années, on a pu observer une épidémie, au sein de cette pandémie, il y a une épidémie, 2011 en France, et sur les 10 dernières années, 1650 pneumopathies sévères, graves, chez des enfants entre 1 et 5 ans, dont 23 décès d'enfants, qui sont totalement évitables puisqu'on a un vaccin qui est sûr et efficace. Et dans un pays comme la France, la couverture vaccinale de la rougeole, rappelée Arnaud Fontanet, n'est que de 80%, alors que si on veut atténuer le risque, il faudrait que ce soit 95%. Donc, quand on entend parler actuellement de vaccins qui va nous sauver, quand on entend parler de traitements, il y a des épidémies, des pandémies sur lesquelles il y a des vaccins, il y a des traitements, et malheureusement, les gens ne s'en saisissent pas toujours. Donc, il va falloir apprendre à nouveau, parce qu'on l'oublie parfois, à vivre avec ces pandémies. Alors, un petit état des lieux sur la pandémie actuelle. Donc ça, c'est une capture d'écran qui vient du site des Nations Unies. Donc c'est bien une pandémie, ça touche le monde entier, avec des disparités. Des disparités en fonction des pays. Alors, 3 exemples. Un premier exemple sur les pays les plus touchés. Donc vous voyez que la courbe suivant les pays les plus touchés, elle peut être en train de retomber, une courbe en cloche, on parle. Et donc, il y a certains pays, voilà, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, c'est monté, les cas sont montés, puis ensuite, c'est en train de redescendre et c'est en train de s'atténuer. Puis, il y a des pays sur lesquels on arrive à un plateau. Alors, c'est visiblement le cas du Royaume-Uni, ou ça peut être le cas des États-Unis. Et après, il y a des pays où on ne sait pas trop si c'est plateau ou si on arrive encore à monter. C'est le cas, par exemple, de la Fédération russe. Donc ça, c'est la courbe habituelle de la plupart des pandémies. Alors, si on prend l'exemple de 3 pays, j'ai pris la France, donc 25 000 morts. Alors, on voit très bien qu'on a la forme de cloche. On est vers la fin de l'épidémie en France. Et puis, évidemment, les morts sont décalés par rapport à ça. On prend l'exemple un peu plus au nord de la Suède. Alors, comme c'est un peu plus au nord, c'est arrivé un peu plus tard dans le pays. Donc, on voit bien les mois où c'était, je reviens juste avant, où c'était très présent en France. Ça commençait à peine en Suède, et puis c'est monté, et c'est en train de redescendre avec un petit décalage entre le nombre de cas et les morts par la suite. 3e pays où la pandémie est terminée, c'est la Corée. La Corée du Sud, la République de Corée. Et donc là, il y a eu un pic très important, sur un mois en gros, et puis ensuite un petit peu de présence, et puis ça s'est arrêté, et effectivement le nombre de morts qui est là aussi fort en cloche, décalé. Alors, c'est quand même important de regarder un peu les chiffres. On est en France sur, en gros, sur cette période-là, 4 décès pour 10 000 habitants. En Suède, 3 décès pour 10 000 habitants. En Corée, 5 décès par million d'habitants. Les Coréens ont très bien géré, visiblement. Après,
tout ça n'est pas complètement comparable, parce que quand on voit France et Suède, voilà, la Suède ici, la France là, et le nombre de morts, on serait tenté de dire très rapidement, le confinement, ça a servi à rien. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est pas complètement comparable, parce que la densité de population n'est pas la même, le climat n'est pas le même, et on sait, on a vu qu'il y avait des études, on apprend sur ce virus, on voit que suivant la température, l'humidité, etc., ça peut être des gouttelettes, ou ça peut être au contraire un peu plus pulvérisé. Donc il y a le climat qui joue. Il y a également l'arrivée peut-être un peu plus tardive. Il y a l'éducation qui est différente. Il y a l'usage du tabac, qui est sûrement pas comparable. La génétique, l'obésité, la pyramide des âges. Enfin, c'est très compliqué de comparer. Donc, il va y avoir des études d'épidémiologie qui vont descriptives, puisqu'il y a l'épidémiologie analytique et l'épidémiologie descriptive. Donc, il va y avoir des études d'épidémiologie descriptive et analytique qui vont permettre de comparer et de voir si effectivement, quel pays, quelle stratégie, tout étant comparable par ailleurs, a mieux fonctionné. Donc ça, c'est des éléments factuels. Nous sommes confrontés à une pandémie. Okay. Mais nous sommes confrontés aussi à du confinement. On y reviendra tout à l'heure. Alors face à cela, il y a d'abord des réactions collectives. Alors, j'ai pris ici un schéma que je trouve extrêmement bien fait d'un article écrit par Jocelyn Rode dans La Santé en Action magazine numéro 432 de juin 2015. Alors ce schéma est très intéressant. Il présente les typologies des différentes réactions collectives face aux risques sanitaires. Donc là, on est sur la réaction au sens large. On ne parle pas encore de psychologie. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Vous voyez sur le haut l'incertitude importante, en bas la connaissance de la maladie. Si vous êtes plutôt sur la partie gauche de l'écran, vous êtes sur un mode épidémique. La partie droite, vous êtes sur un mode endémique. Et en bleu, vous avez le facteur temporel. Et donc, il y a les différentes réactions. Alors, par exemple, réaction de surprise face à la grippe H1N1, qui était survenue il y a quelques années de cela. On ne sait pas d'où ça vient, c'est imprévisible. On ne savait pas, on n'avait pas vu, ça arrive tout d'un coup, c'est imprévisible. C'est une épidémie, ça monte, ça disparaît. À côté, il y a eu, et on peut voir, des réactions de panique face, par exemple, à quelque chose qui est sur un mode endémique, c'est-à-dire c'est présent en permanence, mais par contre, c'est totalement imprévisible. Exemple, le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie inflammatoire auto-immune du système nerveux périphérique. Et les gens qui sont atteints en souffrent énormément, ça peut laisser des séquelles, parfois ça survient sans séquelles, mais parfois il y a des séquelles. C'est extrêmement traumatique pour la personne qui le vit. Et ça peut survenir n'importe quand. C'est imprévisible, mais il y en a régulièrement. Donc face à ce risque sanitaire, si on l'a dans son entourage, c'est la panique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'effet miroir en population. Alors, c'est quoi l'effet miroir? C'est j'adapte mon comportement collectivement. Hein, nous adaptons nos comportements à un risque qui est épidémique ou endémique, mais là c'est épidémique, et qui est un risque connu. Par exemple, personne n'aurait l'idée d'aller voir un de ses proches qui a la grippe saisonnière, la grippe habituelle, en disant tiens, je vais lui rendre visite, j'ai la grippe, je viens quand même te voir. Non, la grippe, reste chez toi et on se verra un peu plus tard, on va pas se parler, là tu as la grippe, ou j'ai mes enfants, tu vas pas venir si tu as la grippe. C'est évident, on s'est adapté à cette situation. Et c'est la même chose aux Antilles, face à la dengue, au chikungunya, on s'est adapté à ces situations. Et puis, il y a aussi, et j'en parlais tout à l'heure un tout petit peu, des pathologies, des pandémies même, sur lesquelles il y a un phénomène d'accoutumance, on vit avec. On parlait, alors ça peut être des maladies avec des virus ou des microbes, quels qu'ils soient, mais ça peut être aussi d'autres pathologies, puisqu'on utilise le terme d'épidémie ou de pandémie pour autre chose que des maladies infectieuses. Hein. On peut parler de cas d'épidémie pour le diabète, le surpoids, etc. Et donc, il va y avoir un phénomène d'accoutumance, et c'est par exemple sur le cas du HIV. C'est une pandémie qui a tué plus de 30 millions d'individus dans le monde, pour lequel il y a un vaccin, il n'y a pas de vaccin, pour lequel il n'y a pas de traitement curatif, et pourtant on vit avec. Pourquoi? Parce qu'on a appris à le connaître, parce qu'on sait comment on s'en protège, on sait comment c'est transmis, on a fait des campagnes de prévention, et on voit bien que dès que ces campagnes disparaissent, malheureusement, à nouveau, il y a une augmentation du nombre de cas. Voilà. Est-ce que tu peux faire un petit rappel rapide sur la différence entre épidémique et endémique?
Oui, tout à fait. Donc, endémique, c'est présent en permanence. Épidémique, c'est présent simplement à certains moments dans un court laps de temps. On peut d'ailleurs enlever le diaporama. Là, maintenant, il va plus nous servir, puisque maintenant, je voudrais parler des réactions individuelles. Puisque là, on est parti de réactions collectives. Maintenant, je voudrais en venir sur les réactions psychologiques, de la réaction individuelle, et justement, quelles sont nos ressources. Alors, face à ce qu'on peut considérer comme une agression extérieure, que ce soit le confinement ou que ce soit une pandémie, le psychisme, face à une agression extérieure, il va se protéger. Et donc, les mécanismes de protection, ils peuvent être divers en fonction de l'histoire de l'individu, de la façon dont il fonctionne, de ses habitudes, de ses croyances. Et donc, va se mettre en œuvre progressivement plusieurs mécanismes. Le premier, que tout le monde a expérimenté ou que tout le monde a vu expérimenter dans son entourage, ça va être le déni. Alors, quand la pandémie est arrivée, en France, par exemple, je prends l'exemple de la France, mais ça peut être pareil pour d'autres pays, c'est une grippette, c'est rien de grave, ça ne va pas nous empêcher de continuer à vivre. Et alors, pour moi qui suis parisien et qui habite sur les grands boulevards, il s'est passé un truc très amusant, c'est que sur les grands boulevards à Paris, le soir où les cafés fermaient à minuit, tout le monde était dans les cafés en train de boire des bières. Et si on regarde, 1830, le choléra arrive à Paris et il y a plusieurs auteurs qui ont décrit les Parisiens sur les grands boulevards en train de boire des chopes de bière avant que le choléra n'arrive. Et quelques heures après, la ville était fermée parce que le choléra était présent et ça a été un carnage avec des morts dans les rues et des choses absolument épouvantables. Donc la réaction de déni, elle est commune. C'est une façon c'est une façon pour l'individu, pour le psychisme, de se protéger. Il peut y avoir aussi des réactions de projection psychologique, c'est-à-dire, ça ne me touche pas à moi, c'est l'autre que ça va toucher. Donc la réaction la plus importante qu'on a vue au début, ça a été, bon, ça touche les vieux. Alors, le vieux, c'est intéressant, parce que quand on a 20 ans, le vieux, il en a 50. Quand on a 50, le vieux, il en a 70. Quand on a 70, le vieux, il a 90. En gros, le vieux, c'est surtout celui qui est plus vieux que moi. Donc, voilà, je me protège en disant que face à ça, je vais penser que c'est les autres qui sont atteints. Donc ça, c'est la première étape de ce mécanisme psychologique de réaction individuelle. Déni, c'est la protection. Hein. Projection, c'est les autres à qui ça arrive, etc. Puis il y a une deuxième étape. Alors, cette deuxième étape, elle survient après. Alors, chez des individus qui ont réfléchi à tout cela, ils arrivent à le faire plus tôt. Mais chez la plupart des gens, ça arrive un peu plus tard. Alors, c'est quoi cette deuxième étape? Alors, cette deuxième étape, elle est une étape d'interprétation. Elle est une étape de mise en perspective. Elle est une étape de théorisation. On va faire rentrer ça dans son univers. On va construire un mythe et on va essayer de faire rentrer ça dans quelque chose qu'on connaît. Alors, chacun va aller vers ce qu'il connaît, vers ses références. Donc, ça peut être la théorie scientifique. Je m'accroche à la théorie scientifique, donc je vais lire des articles, je vais me renseigner. Est-ce que les masques sont utiles, pas utiles? Est-ce que ça diminue, est-ce que ça diminue pas? Mais si on les met mal, etc., quelle est la probabilité que le virus soit transmis? Quand on tousse, est-ce que ça reste dans l'air ou est-ce que ça reste pas? Est-ce que la chloroquine est utile ou pas? Est-ce qu'on nous ment? Est-ce qu'on nous ment pas? Hop, théorie scientifique, on bascule théorie du complot. Hein, ce virus, il a sûrement été sorti d'un labo, etc. La théorie du complot est présente à chaque fois qu'il y a des pandémies. C'est pas aujourd'hui, c'est pas le laboratoire à Wuhan, c'est à chaque fois qu'il y a une épidémie ou une pandémie, c'est toujours quelque chose qui a défailli. Donc on regarde l'épidémie de Hong Kong 1968, pareil, il y avait quelque chose qui s'était passé et c'était vraiment très malveillant. Donc ça peut être une théorie scientifique à laquelle on se raccroche, ça peut être une théorie religieuse. Il y a des gens qui vont dire, ben voilà, ça correspond à mes croyances. Et effectivement, j'ai mal fait ou nous avons collectivement mal agi et une instance supérieure, Dieu ou autre, nous punit parce que nous avons mal agi. Donc, il peut y avoir une théorie religieuse à laquelle on se raccroche. Pour d'autres, ça va être une théorie plus écologique. C'est l'anthropocène. Il y a trop de déforestation. Il y a un réchauffement climatique qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de virus transmis de l'animal à l'homme. Donc, chacun va se raccrocher à quelque chose et ça va permettre déjà de structurer un petit peu sa pensée et de passer de la première réaction
déni, projection, je n'y crois pas, ça va pas arriver, etc., à panique, parfois ça va m'arriver, on va tous mourir, etc., mais toutes les réactions qu'on a pu voir au début et qu'on peut voir face à une pandémie, on va arriver à mettre ça, à théoriser les choses, à se raccrocher à quelque chose, pour arriver à la troisième étape. Et j'écoute Émilie qui allait me dire une chose à la troisième étape. J'ai des questions qui pourraient être utiles de traiter maintenant. Bien sûr. Je pense que ça fait un peu relais. Quelqu'un posait tout à l'heure la question, est-ce que cette pandémie n'est pas finalement surmédiatisée? Ça revient peut-être aussi à ce que tu étais en train de dire tout à l'heure sur la manière dont les gens s'approprient cette pandémie. Ah, tout à fait. Alors, pour parler de surmédiatisation, il faudrait à ce moment-là mesurer, mais il y a des gens qui ont commencé à le faire, par rapport à d'autres événements qu'il y a pu y avoir. Est-ce que quand il y a un événement potentiellement traumatique, est-ce qu'il est plus traité dans ce cas-là que dans d'autres? Il y a déjà une petite étude qui était sortie, je n'ai pas les références, désolé, mais j'avais vu qu'il y avait une étude sortie sur l'attentat du World Trade Center il y a quelques années, qui a effectivement pris une amplitude très importante dans les médias, qui est disparu assez vite dans les médias. Là, visiblement, on a une durée un peu plus importante, c'est-à-dire que l'occurrence des informations sur le Covid est plus importante que dans d'autres événements. Après, c'est toujours difficile de comparer parce que les moyens de communication aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à l'époque de l'attentat du World Trade Center, donc c'est toujours difficile de comparer. Il faudra attendre un petit peu, je pense, pour savoir s'il y a eu une surmédiatisation, c'est-à-dire si ça a complètement saturé la sphère d'information ou si c'est le cas visiblement dans tous les événements potentiellement traumatiques. Autre question, on revient un peu sur le côté endémique. Est-ce que tu penses que le Covid-19 peut devenir une maladie endémique? Et est-ce que tu peux redonner rapidement la définition du mode endémique? Voilà, endémique, donc ça veut dire que c'est permanent. Voilà, ça veut dire que c'est permanent, ça reste permanent. Donc moi, épidémique. Voilà. Donc moi, en tant que médecin ayant fait un peu d'épidémiologie, je me garderais bien de faire la moindre prédiction sur l'avenir. Je laisse ça aux politiques, c'est leur boulot, ils sont payés pour ça, de faire des prédictions sur l'avenir et d'anticiper. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que la courbe était en train de redescendre. Est-ce que ça va remonter ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une saisonnalité? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui va être présent en hiver sous nos latitudes, dans l'été sous d'autres latitudes, et avec des risques de recontamination entre-temps d'une saison à l'autre? Je ne sais pas. Est-ce que ça va durer comme le SARS quelques jours de plus ou quelques semaines de plus et disparaître et plus jamais revenir? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être présent dans notre vie sur les 10 années à venir? Je ne sais pas. Donc là-dessus, on ne peut rien dire, on peut juste observer. On peut dire que pour le moment, ça correspond vraiment à ce qu'on connaît d'une pandémie, la courbe en cloche qui est en train de disparaître. Après le reste, on ne peut rien dire de plus. Et donc, je vais enchaîner, si tu veux bien, si vous voulez bien, je vais enchaîner sur la réaction adaptative. Donc, je parlais tout à l'heure de la première réaction individuelle qui est, je le répète encore, le déni, la surprise, la stupeur, la projection sur les autres. Puis ensuite, on se raccroche à une théorie, on rentre dans un mythe fondateur et on se raccroche à la théorie à laquelle on peut se raccrocher ou on veut bien se raccrocher en fonction de son éducation, etc. Et puis, il y a la réaction adaptative qui va mettre en valeur nos ressources. Alors, c'est quoi cette réaction adaptative? Eh bien, ça va être de faire entrer cette pandémie dans mon histoire personnelle. C'est-à-dire, ça va être de construire un récit de ma vie, de mon histoire personnelle, dans lequel va être présent cette pandémie, en lien avec mes croyances, en lien avec mes représentations du monde, en lien avec les autres. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire rentrer cette part de l'histoire collective dans mon histoire personnelle. Je vais pouvoir, à travers ce récit que je vais me raconter, alors soit en le racontant à ses proches, soit en l'écrivant, soit chacun utilise son moyen, mais je vais petit à petit faire rentrer cet événement exceptionnel dans mon histoire, en se repérant sur les différents épisodes de ma vie, sur tout ce qui s'est passé, en le faisant entrer dans l'histoire du lieu où je suis, l'histoire de la collectivité. Et donc, ça va permettre petit à petit de trouver les ressources pour s'apaiser avec cela. Et si on est apaisé, si on est serein, ne pas avoir les réactions de panique. Et c'est très important de prendre conscience de ça maintenant, car nous allons bientôt sortir de ce qu'on a appelé, en tout cas pour la France, certains sont déjà sortis,
de ce que nous avons appelé le confinement. Alors, je voudrais parler un petit peu du confinement. Je sais qu'il nous reste peu de temps, mais je vais essayer de parler du confinement. Alors, le confinement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vécu là-dedans? Confiné, c'est un mot qu'on voit apparaître à peu près en 1230. C'est un synonyme d'enfermé. 1500, emprisonné. Confinement, c'est un mot qu'on voit apparaître en 1845. Ça signifie, c'est la peine de l'isolement qui était alors en grand usage aux États-Unis. Donc, c'était une peine aux États-Unis. Donc, on punit quelqu'un, on le fixe étroitement en un lieu. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand on est privé de liberté, forcément, il y a des mécanismes là aussi psychologiques qui vont se mettre en œuvre. Il va y avoir les mêmes choses que d'habitude. Il va y avoir du déni, non, ça va pas fonctionner pour moi, des réactions de bravade, je vais pouvoir m'exposer, moi je vais trouver le moyen de sortir, etc., etc. Donc, il va y avoir tous ces mécanismes qui vont là aussi se mettre en route par rapport au confinement, qui en gros, tel qu'on l'a vécu dans de nombreux pays dans le monde, va être une épreuve une sorte de miroir grossissant de ce que l'on vit habituellement. C'est-à-dire, si on est installé dans de bonnes conditions, si on a un ordinateur, un bureau chez soi, des pièces pour les enfants, une terrasse ou une cour ou un jardin, le confinement ne va pas trop en souffrir. Si on est 5 dans un tout petit appartement, ça va être extrêmement difficile. Voilà. Si on a d'excellentes relations avec ses collègues de travail, le confinement, on va garder de très bonnes relations. Si on est en difficulté, on va être en difficulté. Et dans le confinement, ce miroir grossissant, on va voir passer tout ce qui est difficile. On a vu passer des consignes contradictoires, des injonctions paradoxales, une projection permanente sur l'avenir, le compte à rebours, etc., qui est extrêmement angoissant. Et d'ailleurs, nous avons à Altelmed lancé une grande enquête sur le confinement et une enquête sur le déconfinement. L'enquête sur le déconfinement est en cours sur certaines parties du monde, comme la Chine. Et l'enquête sur le confinement est en cours. Donc, si certains d'entre vous l'ont vu passer sur Kering, je vous engage vraiment à y répondre. Et pour les gens qui sont dans des entreprises qui n'ont pas accès à cette enquête, parce que en général, c'est pas un refus d'entreprise, que l'entreprise nous dit, ou l'organisation internationale nous dit, on a déjà fait une enquête là-dessus, donc c'est difficile d'en mettre une deuxième. Mais si elle n'a pas eu, c'est toujours intéressant d'y répondre. Nous, ça nous permet d'avoir des données et on va très prochainement communiquer dès la semaine prochaine sur ces données pour voir ce qui a été difficile dans le confinement, ce que ça a pu apporter aux gens, ce que ça a pu détruire, ce que ça a pu blesser, etc., etc. Donc, il y a eu dans cette situation à la fois la pandémie et à la fois le confinement, et maintenant nous arrivons à la période de déconfinement. C'est pour ça que c'est très important. Là, au stade où on en est, avant cette période de déconfinement, en tout cas je parle pour l'Europe, là, avant cette période de déconfinement, ça va être extrêmement important de faire ce travail dont je parlais tout à l'heure, de faire entrer cette pandémie dans notre histoire personnelle. Alors, peut-être qu'Émilie, il y a des questions ou des choses complémentaires qui ont été demandées. Alors, oui. Première question, je reviens un petit peu en arrière. Est-ce qu'on pourra vraiment savoir un jour d'où vient le Covid-19? D'où ça provient? Comment c'est arrivé? Alors là-dessus, moi, je ne suis pas un expert de ces choses-là. Je pense qu'il y a déjà des enquêtes en cours. C'est extrêmement compliqué de trouver l'individu alpha. Parfois, on le trouve dans les épidémies, parfois, on ne le trouve pas. Donc, il faut vraiment aller très prudemment, aller sur des sites ou des lieux d'information qui sont réputés pour leur rigueur scientifique. Le moins politisé possible, et donc on aura des réponses. Est-ce qu'on trouvera l'individu alpha? Je ne sais pas, on verra, mais il y a certaines pandémies où on n'a jamais trouvé. Autre question, je remonte un petit peu. Comment apprendre à vivre avec le virus au quotidien après le déconfinement? Est-ce qu'il y a quelques clés qu'on peut donner? Oui, alors il y a plusieurs choses. Le déconfinement, c'est quoi? C'est se confronter à un danger que l'on ne mesure pas. On ne le mesure pas parce que on va, au fur et à mesure, voir s'il y a des nouveaux cas qui apparaissent.
on va apprendre encore sur tout le déroulé des recherches qui sont faites. On apprend de plus en plus sur ce virus, comment il se transmet, les gens qui sont protégés, les facteurs de protection. On a vu que, par exemple, que le tabac, la nicotine en particulier, pouvait être un facteur de protection. Il y a des études en cours sur d'autres molécules, sur certaines populations. Donc, on va petit à petit apprendre. Mais en attendant, on ne sait pas. Donc, il y a des consignes sanitaires. La plus importante, il est quand même important. Oui, pardon. La plus importante était importante. Écoutons ce qu'avait dit il y a quelques semaines de ça le professeur Sansonetti, qui est l'ancien directeur de Pasteur. Il disait ce virus, c'est pas un virus très dangereux, très létal. C'est pas Ebola. Il ne tue pas son hôte la plupart du temps. Il y a que les gens qui ont malheureusement des conditions affaiblies, des gens très âgés ou qui ont des facteurs de comorbidité. Donc la plupart des gens, il ne les tue pas. C'est un virus qui se développe assez bien. Il n'est pas extrêmement contagieux. Il est beaucoup moins contagieux que la rougeole. Donc, on va vivre avec ce virus qui a peut-être disparu déjà ou qui est peut-être en train de disparaître, on n'en sait rien. Mais on va vivre dans une période d'incertitude. Donc, dans les périodes d'incertitude, il faut se protéger. C'est tout à l'heure ce dont je parlais de la réaction miroir, en fonction du risque. Donc, si j'ai plus de 80 ans, si je suis en surpoids ou obèse, si j'ai des problèmes, un diabète déséquilibré, ou des choses de ce type, alors je dois faire extrêmement attention à moi, à mon entourage, dans les semaines qui viennent. Si je n'ai pas ces facteurs de risque-là, je vais suivre les consignes. Je vais me laver les mains, je vais éviter de m'approcher trop près des individus, je vais garder une certaine distance, je vais mettre un masque dans les transports publics. Voilà, je vais prendre des mesures simples qui vont permettre de fonctionner au quotidien. Par contre, si individuellement je suis à risque, alors il faut absolument que ces mesures soient plus élevées jusqu'à ce que l'on sache que le virus a disparu. Ce qui peut très bien arriver dans 3 semaines ou un mois, c'est tout à fait possible. Alors, je vois qu'Émilie Thomas a été déconnectée. J'espère que la connexion continue à fonctionner. Oui, pardon. Oui, pardon. J'ai un petit souci Internet. Donc voilà, je suis reconnectée. Tu m'entends ? Oui, très bien. Et je pense que tout le monde nous entend, je suppose. Ok. Donc, j'enchaîne sur les questions. Tu as parlé tout à l'heure de faire entrer la pandémie dans notre histoire personnelle. Il y a eu plusieurs personnes qui ont rebondi là-dessus. Pourquoi c'est si important de la faire entrer dans notre histoire personnelle ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce que tu peux développer un petit peu ton propos ? Tout à fait. Alors, un événement extérieur, potentiellement traumatisant, ne va être traumatisant que s'il reste au niveau émotionnel. Si j'ai eu peur, si j'ai eu très peur, imaginons, j'ai perdu un de mes proches, je suis passé en réanimation, j'ai été chez moi avec de l'oxygène et vraiment, je me suis demandé si j'allais pas y passer. Vraiment. Dans ces cas-là, il y a un risque d'avoir ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. C'est-à-dire, j'ai eu l'impression, à un moment donné, que j'allais perdre la vie ou que j'allais avoir des séquelles graves ou que je ne serais plus de ce monde dans quelques jours. Et j'étais dans l'incertitude totale. J'ai paniqué, c'était insupportable. Ça peut être traumatique si ça reste au niveau émotionnel. C'est-à-dire, j'ai eu peur, c'était insupportable, j'en parle pas, je dis rien. Il va falloir verbaliser les choses et passer de l'émotionnel à quelque chose de plus interne, d'intérioriser, c'est-à-dire de le faire rentrer dans son histoire. Et ce qui est vrai pour les situations les plus à risque, les plus difficiles, les plus pénibles, qui ont été vécues par certaines personnes, l'est vrai de tout individu qui a peut-être, à un moment donné, eu peur. Peur pour ses proches, peur pour ses enfants, quand on a vu qu'il y avait la maladie de Kawasaki, qui est une myosite, c'est une inflammation du cœur. Il y en a très souvent. Alors là, c'est apparu en même temps que le Covid, donc c'est probablement lié au Covid. L'épidémiologie, c'est pas compliqué dans ce niveau-là, c'est probablement lié à ça. Mais des myosites, c'est des inflammations du cœur pendant des épidémies, il y en a tout le temps. Il y a des enfants qui meurent de la grippe chaque année, n'oublions pas. Donc, c'est parfois par un syndrome de Kawasaki. Donc, faire rentrer ça dans son récit, c'est quoi ? C'est que l'individu que je suis, à un moment donné de sa vie, a eu peur pour ses proches. Cette peur est partie quand j'ai compris que, cette peur est revenue quand j'ai vu ça. Cette peur m'a permis de me questionner là-dessus. Cette peur m'a permis de me rendre compte que je tenais à mes proches. Cette peur m'a permis de comprendre que ma théorie, elle n'était pas très bonne. Donc j'ai essayé de revoir un petit peu ce que je pensais. Et donc je vais métaboliser cela. Ça va passer de quelque chose d'émotionnel.
J'ai eu peur ou j'étais en colère contre l'État, contre les Chinois, contre Donald Trump, je ne sais rien, je suis en colère contre quelque chose. Cette colère, il faut que je la métabolise, il faut que j'écrive mon récit. Alors, quand je dis écrire, c'est le verbaliser, c'est le faire sien, c'est le dire à ses proches. Il faut raconter son histoire à soi-même. Il faut dire, voilà, moi, j'ai vécu ça. Voilà ce que j'ai vécu. Et se le raconter à soi-même, le raconter à ses proches, ça permet de le faire rentrer dans son histoire. Et quand on fait rentrer les choses dans son histoire, on sait d'où on vient, on sait où on va, on sait d'où on part, on est beaucoup plus apaisé avec ça. Plein de questions intéressantes qui sortent un peu du cadre, mais j'en ai une de quelqu'un que je vais te poser dès maintenant parce que ça fait un peu suite à ce que tu dis. Comment expliquer Comment expliquer à des gens qui n'ont déjà pas bien respecté le confinement que le déconfinement peut être léger? Ouais, voilà. Est-ce que tu peux répondre à ça? En fait, très souvent, c'est le moyen de communication qui n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de pédagogie. Il ne faut pas imaginer qu'une information telle qu'elle est donnée, par exemple par les médias, va être facilement acceptée. S'il y a écrit partout sur tous les murs, je dois adopter le geste barrière. Si à la radio, toutes les demi-heures, il faut adopter le geste barrière. Et si, intrinsèquement, au fond de moi, je me sens en désaccord avec la société dans laquelle je suis, si j'estime que les gouvernements ne sont pas à la hauteur, qu'ils ont mal fait, je vais avoir une réaction hostile face à ces consignes, donc je ne les suivrai pas. Donc si je fonctionne comme ça, alors l'information, je ne la recevrai que sur un autre mode. Par exemple, je la recevrai si on me dit « Ah, tu sais, Madame Machin, que tu aimes bien, ta voisine âgée, là, elle sort plus parce qu'elle a très peur du Covid. J'ai envie qu'on aille lui faire les courses, mais il faudrait vraiment se protéger. » Mais évidemment, pour Madame Machin que je connais, qui est âgée et que j'aime beaucoup, je vais évidemment mettre le masque, le truc, les gants, me nettoyer 10 fois, lui nettoyer les courses, parce que je vais pouvoir lui apporter quelque chose. Donc, c'est un moyen différent de communiquer. Donc, ça peut être cette façon, c'est de changer la caméra de place. Ce n'est plus l'État qui dit « vous devez faire ceci ou cela », de quel droit il me dit ça, il a été incapable de me donner des masques quand il fallait, etc. Et maintenant, il me fait la leçon. Non, non, on va passer sur autre chose. On va passer, par exemple, sur un moyen de communication beaucoup plus personnel et de beaucoup plus affectif. Ça peut être un moyen. Ok, j'enchaîne. Est-ce que cette pandémie nous servira de leçon pour plus tard? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour mieux appréhender le prochain virus qui pourrait être plus gros, par exemple. Est-ce qu'on apprend? Alors, comme je disais tout à l'heure, collectivement. Il y a deux exemples que je vais donner. Les Parisiens qui, en 1830, au moment du choléra, buvaient des bières sur les grands boulevards et qui se reproduit en 2020. Donc, on n'apprend pas tant que ça sur les comportements collectifs. Par contre, on apprend sur le virus. Alors, il faut quand même savoir que les coronavirus, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de coronavirus dans plein de pays du monde. Il y a par exemple en Arabie Saoudite, il y a des coronavirus qui attaquent les dromadaires depuis longtemps. Il y a des tests sur des vaccins pour l'humain qui pour l'instant n'ont pas donné de résultats. Donc il y a eu de la recherche sur les coronavirus, dont certaines parties de la recherche ont été abandonnées il y a quelques années parce qu'on estimait que ce n'était pas à l'ordre du jour. Erreur. Beaucoup d'argent est déployé, beaucoup de moyens actuellement. Les chercheurs travaillent en lien, la plupart. Donc on va apprendre et on apprend beaucoup mieux déjà sur ce virus, on le connaît beaucoup mieux. On s'est aperçu par exemple que la petite protéine spike là, qui se fixait sur les cellules, elle était bloquée parce que le récepteur à la nicotine est juste à côté. Donc on voit bien que la nicotine a un effet, donc on comprend mieux certaines choses, etc. Il y a d'autres essais sur des neuroleptiques. Voilà. Il y a plein de choses qui se font en ce moment qui permettent de comprendre un peu mieux ce virus. Donc on va peut-être pas apprendre collectivement, sauf s'il y a dans 2 ans à nouveau une épidémie de Covid, qui sera le Covid-22 ou 21, ou s'il y a un autre virus qui arrive, les comportements collectifs qui ont été appris là vont servir, évidemment. Par contre, si ça survient, la dernière fois, grippe de Hong Kong, la dernière, donc c'était 1968, on voit bien que 50 ans après, on a complètement oublié. Et MERS, H1N1, etc., c'est tellement peu présent en Europe, aux États-Unis, que ça n'a pas développé de comportement collectif, y compris au niveau de l'État, y compris au niveau des institutions publiques, des hôpitaux. Donc, peut-être
qu'on va gérer un petit peu mieux les choses si ça survient dans moins de 50 ans. Voilà. Maintenant, je ne sais pas ce qui est souhaitable. Une question, tu as parlé tout à l'heure de l'effet miroir grossissant des mauvais fonctionnements qui existent déjà à la base. Est-ce que cela permet d'avoir un effet grossissant sur nos ressources personnelles aussi? Voilà, j'avais pas dit, alors c'est bien de le préciser, c'est exactement ça. C'est-à-dire le miroir grossissant, il est grossissant de tout. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, qu'est-ce qu'on a observé, là, tellement on a des lignes d'écoute, et qu'est-ce qu'on observe? Plusieurs choses. C'est que un dysfonctionnement, quand il existe, ben, il se poursuit. On a eu le cas d'une salariée qui a appelé en disant j'étais victime de harcèlement moral dans mon travail, j'étais en train d'imaginer peut-être une procédure, c'était vraiment insupportable. Et puis le confinement est arrivé, je me suis dit, je vais être tranquille. Ben non, ça a continué. J'ai eu des mails et des SMS qui étaient très bien, et des coups de fil sur lesquels on me reprochait des choses. Et ça a continué, et ça a continué. Donc ça n'a fait qu'amplifier les choses parce que cette salariée était seule chez elle face à ça, ne pouvait pas facilement parler à ses collègues, n'avait pas beaucoup de ressources, et elle nous a appelé pour avoir un peu d'aide. Mais ça peut être aussi le miroir grossissant de très bonnes situations. Combien de gens nous ont dit, quand on les interroge, comment ça se passe en famille? Et moi-même, je suis psychiatre, à mon cabinet, j'ai vu des gens, en vidéo pour beaucoup, qui me disaient, mais c'est incroyable, j'avais un fils de 14 ans qui était une terreur en ce moment, en classe il se battait avec tout le monde, il était en conflit avec son père, avec moi, je ne pouvais rien faire, me disait cette patiente. C'était l'enfer. Et là, depuis le confinement, ben, il avait sûrement besoin de notre attention à tous parce que c'est extraordinaire. On fait des choses ensemble, on a nettoyé l'appartement, on fait des jeux, on a joué ensemble, on n'avait pas joué depuis des mois et des mois, même peut-être plus. Et c'est fabuleux ce qui se passe. J'espère que ça va nous aider pour la suite. Voilà. Ça a fait œuvre de thérapie familiale pour certaines familles, ce confinement. Pour d'autres, ça leur a ouvert les yeux sur d'autres choses, y compris sur le travail. Ça a permis, moi j'ai une autre salariée qui me disait dans ma boîte, c'était hors de question de faire du télétravail, c'était dangereux, je suis dans le banque, c'est hors de question, c'est dangereux. Et du jour au lendemain, c'est plus dangereux, on nous file un portable, il faut faire à la maison. Donc ça va changer nos façons de voir. En dehors de la pandémie, hein, que la pandémie continue ou pas, l'expérience du confinement, l'expérience de ce que nous avons vécu, et en particulier dans des grandes villes, que ce soit à Paris ou ailleurs, moins de transports, moins de temps passé dans les transports, mais aussi le besoin de se retrouver, d'être avec les autres, donc va forcément influencer nos façons de travailler, nos façons de vivre, nos façons de mourir aussi. Il y a eu des choses extrêmement dures qui se sont passées, parce qu'il y a des gens qui sont morts et on n'a pas pu les accompagner. Ça, c'est problématique et ça, on espère qu'on va apprendre pour la suite, parce qu'il y a des choses insupportables qui sont passées. Il y a des gens qui se sont retrouvés à ne pas pouvoir se rapprocher de personnes âgées, de leur famille, pour les accompagner dans cette période au moment de la mort. Et ça, c'est pas acceptable. Dans ça, il va falloir trouver des moyens pour que l'on puisse faire rentrer ça là aussi dans notre histoire collective. J'ai beaucoup de questions sur les nouvelles réglementations mises en place par le gouvernement pour le déconfinement, notamment la reprise de l'école pour les enfants. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses qu'il y a un risque? Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Alors là aussi, je ne vais pas commenter les décisions publiques ou la parole des politiques. C'est pas du tout ma place, c'est pas du tout mon rôle. Simplement, à ma place, ce que je peux dire, c'est que, et ce que nous avons observé, une société comme Intelmed, c'est que ce confinement n'a pas été bon pour tout le monde. Il y a régulièrement des gens qui appellent avec des situations de maltraitance. Donc, on ne peut pas rester dans une situation de ce type. Et sur le plan de la santé psychique des individus, de la santé mentale, sur le plan de l'éducation, sur le plan du développement des enfants, il est nécessaire que se fasse une reprise. Après, les conditions, je ne suis vraiment pas là pour les commenter. C'est pas facile à mettre en œuvre. C'est vraiment pas simple. Ça demande de la bonne volonté, ça demande des moyens, ça demande des ressources importantes. Donc, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Mais oui, il est important que les enfants retrouvent une forme de vie en collectivité. Il est important qu'ils soient confrontés aux autres. Il est important qu'ils sortent un petit peu de la famille et qu'ils retrouvent le collectif. Les conditions, je n'irai pas plus loin sur les commentaires. Ok. Petite question, on revient un petit peu au départ. Selon toi, Bernard, quel facteur expliquerait le si faible taux de mortalité en Corée du Sud? Ils ont utilisé une application qui s'appelle Stop Covid. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact positif
Alors là aussi, au niveau de la maladie. là aussi, je vais rester dans ma spécialité, qui est la santé mentale. Je ne vais pas aller sur le terrain de l'infectiologie, ni sur le terrain de l'épidémiologie, parce que c'est un peu difficile c'est très compliqué de comparer. Il faudra du temps pour arriver à dire ce qui a fonctionné. Est-ce que c'est l'alliance du numérique, de l'éducation, du repérage précoce, c'est-à-dire la gestion moderne de la maladie qui a permis ça? Probablement, mais il est encore trop tôt et on ne dispose pas d'assez d'analyses précises, comparatives, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi il est difficile? Parce que quand vous allez dans un pays comme la Corée du Sud et que vous voyez les gens se déplacer, vous voyez, je suis allé il y a quelques années de ça, vous voyez des gens, quand ils sont enrhumés, ils mettent un masque. Voilà. Quand vous avez 5 ans, 6 ans au Japon, en Corée, dans d'autres pays, vous êtes enrhumé, vous n'allez pas à l'école, sinon vous mettez un masque, vous lavez les mains, vous êtes à l'écart des autres. Donc il y a une éducation qui existe depuis le début. Donc quel est l'impact là-dessus de l'application numérique dans une population de ce type? Je suis incapable de le dire et je pense que pour le moment, on ne peut pas le dire de façon certaine. Mais il y aura des leçons à tirer de ça, bien évidemment. Et de toute façon, on va l'expérimenter puisque le secrétariat d'État numérique a parlé du mois de mai au début juin, je ne sais plus, peut-être le 2 juin, pour avoir l'application en France qui permettra. Mais là aussi, ça ne sera utile. C'est comme la couverture vaccinale dont parle le professeur Arnaud Fontanet. Si c'est 10% de la population, ça ne sert absolument à rien. Donc, soit c'est une adhésion majeure de tout le monde ou de 90%, soit ça ne servira à rien. On va revenir un peu sur le terrain de la psychologie. Il y a beaucoup de questions sur les angoisses, beaucoup d'angoisses, de peur d'être malade, de renvoyer les enfants à l'école. Qu'est-ce qu'on fait pour combattre ces angoisses au quotidien, des petites choses? Tout à fait. Alors, face à ces peurs, il faut d'abord mettre des mots dessus. Donc, il faut bien expliquer aux enfants. D'ailleurs, pour les enfants, il y a des bandes dessinées qui sont sorties sur le web, qui sont extrêmement bien faites. Il y a des histoires racontées qui sont extrêmement bien faites. Donc, il faut mettre des mots sur ces peurs. Il faut bien les comprendre. Et il faut également donner des outils à l'enfant si la peur persiste. Il peut y avoir des exercices très simples de cohérence cardiaque qui sont faits chez les enfants, des exercices très simples de relaxation. On ne fait pas de méditation avec les enfants, mais on fait de la relaxation. Ça peut passer à travers de la relaxation manuelle aussi, des massages, des choses comme ça, pour essayer d'apaiser la réaction émotionnelle. Donc, mettre des mots, apaiser la réaction émotionnelle, accompagner, questionner. Alors, ce premier jour d'école, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu peur? Tu sais, tu as le droit d'avoir peur. Tu peux avoir peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un petit peu tes copains, comment ils étaient, tes copines. Et puis l'enfant, il va mettre ça dans son univers, il va le mettre dans son histoire, il va le mettre dans le jeu aussi, dans la façon dont il va s'approprier les choses. Donc il va y avoir un accompagnement à faire pour essayer d'aller un petit peu dans l'histoire de l'enfant et de voir comment il s'approprie, lui, le Covid, dans sa vie. On vient un peu sur les ressources. Est-ce que les ressources, elles sont psychologiques, matérielles? J'imagine les deux. Et si elles sont psychologiques, comment est-ce qu'on peut les développer pour mieux s'adapter? Tout à fait. Alors, quand on parle de ressources psychologiques, on parle de quoi? On parle de la capacité d'un individu à puiser dans son psychisme des façons de fonctionner qui va lui permettre de s'adapter sans trop souffrir à ce nouvel environnement. Et c'est ça une ressource. Donc, dans le cas de la peur que nous pouvons avoir dans la pandémie ou de la souffrance que nous avons pu avoir dans le confinement, les ressources, ça va être adapté en fonction de la peur. Par exemple, si j'ai extrêmement peur du Covid et que je ne peux sortir de chez moi qu'avec le masque, les gants, à certaines heures, etc., je vais rapidement en souffrir parce qu'il n'y a pas de fin à ça, étant donné que tant qu'il n'y aura pas le dernier individu atteint par la maladie dans le monde, vu que nous sommes dans un monde mondialisé, je vais avoir peur. Donc si j'ai en permanence cette peur, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai en permanence la peur, je vais avoir tout ce qu'on observe dans les phénomènes de peur chronique, des troubles du sommeil, des perturbations du cycle endocrinien, je vais me réveiller plus tard, je vais prendre du poids quand je mange, je vais avoir du mal à me concentrer,
je vais me coucher de plus en plus tard. Donc, on va avoir toutes les réactions émotionnelles, physiques liées à la peur. Donc, les ressources à ce moment-là, ça va être quoi? Ça va être de mettre des mots, là aussi, de faire rentrer dans son histoire. Et ça va être aussi d'utiliser des techniques telles que la relaxation, la méditation. Ça va être aussi, si on est en difficulté ou si on a des antécédents personnels de troubles psychiques, au sens large du terme, dépression, anxiété, etc., de consulter, si besoin, un professionnel de santé, un psychologue, un psychiatre, en fonction de la sévérité du trouble, de l'ancienneté, pour se faire aider dans cette période, et peut-être qu'on aura recours à un médicament. Pourquoi pas? L'objectif, c'est de faire baisser ce niveau de peur, mais pas de faire baisser la vigilance si je suis à risque ou si je peux mettre les autres à risque. Et il faut distinguer la vigilance de l'hypervigilance et de la peur. Donc il va falloir remettre ça à sa place. Et donc effectivement, les techniques de cohérence cardiaque, de relaxation, de méditation vont être extrêmement précieuses dans ces temps-là. Donc à ce sujet, je fais une petite pause dans les questions. Vous avez tous accès à un espace sur Internet qui s'appelle caring.etelmed.com. Donc caring, caring.etelmed.com, dans lequel vous avez donc l'accès à cette ligne d'écoute pour parler à des psychologues en 24/7, mais vous avez aussi un espace sensibilisation où vous avez accès à tout un tas de vidéos, d'articles pour justement pratiquer la relaxation, pratiquer cette cohérence cardiaque dont tu parles, pratiquer la respiration. On a aussi tous les replays des webinars qu'on a fait précédemment où on parle de la gestion de l'anxiété, de la gestion des émotions pendant cette période un peu différente, un peu exceptionnelle qu'on est tous en train de vivre. Donc, je vais vous mettre un lien de suite sur lequel vous pourrez cliquer pour avoir accès à cet espace. Chacun d'entre vous a un code en fonction de l'entreprise dans laquelle ou de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Vous avez dû recevoir un mail d'information avec ce code. Si c'est passé à côté, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un RH ou d'un manager pour obtenir ce code. En général, ça regroupe le nom de votre entreprise et quelques chiffres. Voilà. Autre question. Alors. Il y a beaucoup de questions, c'est difficile de oui, répondre en à fait, tout. Alors, oui, il y a beaucoup de questions et j'essaye aussi de regrouper en thématiques pour qu'on puisse gérer. Il y a une question technique. Est-ce que le webinar sera aussi accessible sur Caring? Oui. En fait, quelques jours. Déjà, vous allez recevoir le replay, vous, par mail, automatiquement quelques minutes après la fin de ce webinar. Et quelques jours après, il sera disponible dans l'espace Caring. Ensuite, j'ai une bonne question à laquelle je ne sais pas si tu as des réponses, mais avez-vous un truc magique pour éviter de s'énerver, de voir trop de monde, ne pas respecter les règles de distance? Ça, c'est vrai que à Paris, je pense que ça doit être un vrai sujet, ça. Oui, alors. Par la densité de population. Face à l'adversité, face à l'incivilité, là aussi, ça met en jeu nos représentations, la façon dont on se positionne par rapport aux autres. Alors que ce soit dans la situation de la pandémie, face à des gens qui seront trop près, que ce soit si je me balade en vélo et qu'il y ait des gens qui traversent n'importe où, que ce soit si je passe en voiture et que je respecte le passage piéton mais que le piéton coupe, l'incivilité, ça peut mettre en colère. Alors, plusieurs choses. Premièrement, la règle, c'est de ne pas se mettre en danger. Donc, avant de crier sur quelqu'un qui s'approche un peu trop de vous, éloignez-vous. Voilà, la première réaction la plus adaptative, c'est de se protéger. Donc, je m'adapte, je m'isole. Si j'ai un masque, très bien. Si la personne a un masque, très bien. Si aucun des deux n'a de masque, parce qu'on ne va pas mettre des masques en permanence, on va les mettre dans les transports en commun, mais pas partout. Donc, 1, je me protège. 2, j'observe le comportement de la personne. Et soit manifestement, elle ne l'a pas fait exprès, donc je pense qu'on peut s'arrêter là, soit manifestement, elle le fait sans tenir compte de l'autre, et là, ça va renvoyer à notre propre histoire par rapport à l'autorité, par rapport à notre vie dans la société, par rapport à ce que l'on considère que les autres ont le droit de faire ou pas faire. Donc, avant de réagir, moi, je suggère de repenser à cela et de se dire, tiens, qu'est-ce qui peut être utile? Alors, pour moi, c'est de me retirer, mais pour les autres. Donc,
Pour les autres, ça peut être utile peut-être, sans faire de leçon, d'interroger cette personne. Le mode interrogatif est toujours moins agressif que le mode affirmatif. J'ai l'impression que vous êtes rapproché un peu près de moi. Est-ce que vous m'aviez vu? Voilà, une interrogation, ça peut permettre d'avoir une discussion. Puis il faut savoir lâcher aussi. Il faut savoir lâcher parce qu'il y a plein d'individus avec lesquels on ne peut pas discuter. Et même les gens qui font de la communication non violente vous le disent. La communication non violente, ça marche si tout le monde est d'accord avec les règles. Si on n'est pas d'accord avec les règles, parfois on a recours à la violence. Donc, le mieux, c'est quand même, 1, de se protéger, 2, d'essayer de relativiser et de penser à ce qui se passe. Voilà, il y a quelqu'un qui nous fait remarquer qu'il va falloir bientôt terminer parce qu'il y a un autre grand type avec une barbe blanche qui va s'exprimer bientôt. Donc on va effectivement bientôt conclure. Peut-être un dernier point, Amélie. Émilie, ton micro est coupé. Voilà. Pardon, j'ai pas été très proactive. Je suis en train de vous envoyer à tous. Vous allez voir un petit bouton qui va s'afficher pour que vous puissiez cliquer directement sur l'espace prévention. Voilà. Parfait. Mais je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Alors, je pense aussi, parce que ça fait vraiment 1 heure qu'on parle et c'est très très long et encore plus d'écran pour tout le monde alors que beaucoup d'entre nous sommes déjà en télétravail. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser la ligne d'écoute, que vous pouvez aller sur cet espace pour trouver de l'information, qu'il ne faut pas hésiter. Vous pouvez appeler, vous pouvez aussi être rappelé. Plein de langues sont disponibles. Une dernière chose avant de nous laisser, il y a un petit onglet sondage à côté de l'onglet questions. Dans cet onglet sondage, on vous demande votre avis sur ce que vous avez pensé de ce webinaire. C'est des réponses par oui ou par non. Il y en a 3, ça prend 5 secondes et nous, c'est important pour nous pour qu'on puisse s'adapter et vous proposer des choses de qualité qui vous concernent. Je vais juste répondre à une dernière question qui me paraît importante. C'est quelqu'un qui dit je suis fragile, j'ai un problème respiratoire, mon conjoint ne respecte pas les gestes barrières. La bonne situation, c'est d'inverser, c'est lui dire mais imagine que tu es porteur du Covid. Imagine que tu es porteur parce qu'il y a quand même 2/3 des formes qui sont asymptomatiques. Voilà ce qui va m'arriver. Et le simple fait d'inverser les rôles va peut-être changer des choses. Voilà. Je vais en terminer là. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, bonne journée à tous. Au revoir.